Một mai ta nhận ra đường đời không chung đôi, những phút giây có nhau như giấc mơ thôi. Ngày nào khi yêu nhau cũng nguyện thề chân sau, mà nay ta không nói một câu. Đường chia ly đến rồi, hòn hôn khung gian người, cùng chung bước nơi đây sau khán giả nẻo đường. J'aime chanter mon pays. J'ai grandi ici, dans le delta du Mékong. Dans cette région, la nature est généreuse et accueillante. Déjà toute petite, je naviguais sur ces canaux verdoyants. Plus tard, j'ai découvert les jardins fruitiers, travaillé dans les rizières et fondé une famille. Mon village vit au rythme des pulsations du Mékong et de la mer. L'eau monte et descend. Nous avons appris à nous nourrir à son rythme. Chacun pêche, ramasse, cueille et cultive. Ma famille, mes amis, les animaux qui m'entourent trouvent tous ici une formidable force de vie. Nous sommes les enfants du delta. Một mai ta nhận ra đường đời không chung đôi, những phút giây có nhau như giấc mơ thôi. Ngày nào khi yêu nhau cũng nguyện thề chân sau, mà nay ta không nói một câu. L'eau, la vie, arrive par le Mékong. Il prend sa source au Tibet, court à travers la Chine sur 4500 km, glisse entre le Myanmar, le Laos et la Thaïlande, et arrose le Cambodge pour enfin venir baigner mon pays, le Vietnam. Avant de jeter ses flots boueux dans la mer de Chine, le fleuve, enrichi par sa longue descente, se divise et vient mourir en ouvrant ses 9 bras. C'est Song Kulong, la rivière des 9 dragons. Elle forme un berceau de nature d'une richesse unique. Ses zones humides, ses terres fertiles, ses eaux poissonneuses, ses étendues sauvages ou travaillées par l'homme constituent un labyrinthe de 5000 km de rivières et de canaux. Pour mieux comprendre les liens qui nous unissent au delta, il faut y pénétrer à la rencontre de ses habitants. Tran Van Bay connaît bien ce dédale végétal. Il vit en nomade avec sa femme et son fils sur leur maison bateau. Il est pêcheur paysan. 6 mois de l'année, pendant la période des hautes eaux, de décembre à mai, il vit sur sa jonque à moteur, aménagée. Les marées pénètrent 2 fois par jour dans le delta, apportant des ribambelles de poissons. Chaque matin, Tran Van Bay tend ses filets pendant la montée des eaux, autour des maisons flottantes d'un élevage de poissons. La nature ramène les poissons de l'amont du fleuve qui descendent avec le courant. Et la marée haute apporte depuis l'aval les poissons de la mer de Chine. Et c'est grâce à toute cette richesse naturelle que nous pouvons nous nourrir. Et c'est aussi grâce à eux que nous pouvons faire du commerce et gagner assez d'argent pour les dépenses de la famille. Ainsi, nous avons une vie heureuse. Le Mékong est très important pour nous les pêcheurs, comme la terre l'est pour les agriculteurs. Comme nous n'avons pas de champs, cette rivière est une source de vie pour nous. Chaque jour, le fleuve est généreux et Minh Tri, sa femme, part vendre le fruit de la pêche. Avec un peu de chance, elle ne sera pas obligée de faire plusieurs kilomètres pour écouler sa marchandise. Le maigre butin de cette journée de travail, 50 000 à 75 000 dong, soit 2 ou 3 euros,
permettra à la famille de se nourrir et de mettre un peu d'argent de côté. Pendant qu'elle fait du porte-à-porte, son mari prépare le repas. C'est toujours ainsi. Le reste de l'année, en période sèche, les poissons sont moins abondants et la petite famille vit alors à l'écart du fleuve. Le père travaillant dans sa rizière et la mère s'occupant du potager. Chez moi, à Longan, nous n'avons pas beaucoup de terrain pour l'agriculture. La culture du riz nous apporte la nourriture quotidienne pour la famille. Et ce métier de pêcheur nous permet de gagner un peu d'argent pour les dépenses diverses de notre vie. C'est dur parce qu'il faut voyager beaucoup. Ma maison est à Longan. Je dois aller de Longan à Thiên Giang. Je ne peux pas rentrer chez moi souvent, seulement toutes les 2 semaines ou tous les 10 jours, car c'est trop loin. Et lorsqu'on part travailler à un endroit, on doit y rester le temps qu'il faut. C'est une vie en harmonie avec le Mékong. Une vie difficile et risquée, rythmée par le fleuve, par ses marées, ses intempéries et son trafic fluvial. Comme tous les paysans du delta, Nguyen Thi Bay a été façonnée par les eaux du Mékong. Elle leur doit beaucoup. C'est ici qu'elle cueille chaque jour de quoi manger ou vendre. Les tiges de ces nénuphars serviront à préparer la soupe. Thi Bay pourra peut-être en tirer 25 000 dong, presque 1 euro, sur le marché du village. C'est un marché traditionnel où tous les matins les villageois viennent s'approvisionner. C'est surtout le territoire réservé des femmes. On y trouve tout ce qui se cultive, se pêche et se ramasse. Un véritable concentré de nature qui donne du travail et alimente la population. Je viens tous les jours au marché pour vendre des produits. Quand il pleut, la rue est très glissante. Mais je dois quand même y aller pour gagner un peu d'argent, afin d'acheter du riz pour manger. Je mets un panier de légumes sur ma tête, j'en tiens un autre sur ma hanche et je vais au marché pour vendre. Mon mari et moi ne vivons que de ça. Malgré ses 77 ans, elle y vient tous les jours, à 5 km de chez elle, vendre fleurs, légumes et plantes aromatiques. Un travail vital qui lui apporte un minimum de revenus indispensables. Nguyen Thi Bay est une enfant du Delta. Elle a survécu à la guerre d'Indochine et à l'invasion des Américains en se cachant dans les rizières. Là, au cœur du delta, elle est propriétaire d'une ferme bordée par les eaux du fleuve, où elle cultive avec soin et amour tout ce que la nature, généreuse ici, peut lui donner. Elle a acquis son domaine parcelle après parcelle et fournit du travail à toute la famille.
Tibet a donné naissance à 7 enfants et se retrouve maintenant grand-mère de 15 petits-enfants. Eux ne seront pas analphabètes comme elle, car ils ont la chance d'aller à l'école. Comme à son habitude depuis 57 ans de mariage, Tibet prépare le repas. Le menu est souvent le même, riz, légumes et parfois du poisson, lorsqu'elle a vendu suffisamment au marché pour s'en offrir. La vie ici marque les visages, les mains et les corps. Une vie simple, dépendante de la nature. Tibet vous dira que la nature est pauvre ici. Et pourtant, elle lui a permis de traverser les années, de se nourrir, ainsi que sa famille. Depuis le mariage, leur condition de vie n'a pas changé. Et c'est grâce à l'entraide et la solidarité familiale que les anciens parviennent encore à résister à la pauvreté. Thi Hang rend hommage à ses ancêtres, qui après avoir travaillé toute une vie dans les rizières, ont bien mérité d'y reposer en paix. Il y a des signes qui ne trompent pas. C'est dimanche et les familles sont au complet dans les habitations. Pas de travail aujourd'hui. Après une dure semaine, chacun se repose. Comme à son habitude, Thi Hang dresse le drapeau, sa façon à lui de témoigner son attachement à son pays. Il travaille durement dans les rizières et sa femme tient une petite épicerie dans la maison. Plusieurs générations vivent sous le même toit. C'est la coutume ici. Et surtout un moyen d'accompagner les jeunes dans la vie et de leur apprendre le métier. En ce jour saint, le village vit au ralenti. Les rizières sont désertes. Mais la trêve est de courte durée. Et la ruée vers l'or va bientôt reprendre. De l'or blanc caché dans un écrin de verdure. Toute la richesse de notre pays. La rizière, la terre et l'eau mêlées. Ici, pas d'engin ni de machine. La culture n'est quasiment pas mécanisée. C'est dans la boue profonde que les femmes sèment, plantent, éclaircissent, arrachent, fauchent et récoltent. Le delta représente 12% de la surface totale du Vietnam, mais assure chaque année la quasi-totalité de la production alimentaire du pays, qui est devenu ainsi le deuxième exportateur mondial de riz. Je travaille avec Bui Thi Noi depuis plus de 16 ans. D'après elle, sans les rizières du delta, le nord du pays ne pourrait pas manger à sa faim. Vrai ou faux, en tout cas ici,
les habitants en sont fiers. Ici, quand on n'a pas de terrain, on doit travailler en tant qu'employé pour les autres. On ne peut pas gagner beaucoup d'argent car on ne peut vendre que de la main-d'œuvre. Alors que les gens qui ont du terrain, ils ont du riz à chaque récolte. Donc ils ont la vie plus facile. Même si le riz ne fait pas la fortune de tous, le riz est partout. Il nourrit et donne du travail. Il est le pilier de l'économie locale. Le delta du Mékong est l'une des zones rizicoles les plus fertiles d'Asie. Les débouchés économiques, l'amélioration des souches de riz, les innovations technologiques permettent maintenant à cette région de produire jusqu'à 3 récoltes par an, selon les terres et l'irrigation, alors qu'elle n'en produisait que 2 auparavant. Cet accroissement de la productivité s'accompagne toutefois d'une augmentation considérable de l'utilisation d'engrais chimiques et de pesticides. Un usage excessif de ces traitements entraîne des dépenses inutiles et expose la population et l'environnement à de fortes concentrations de produits agrochimiques nocifs. Au centre de recherche sur la biodiversité de Kanto, Duong Van Ny travaille avec son équipe sur le développement d'une agriculture nouvelle, raisonnée et biologique qui doit tenir compte du fonctionnement du delta. Le delta du Mékong a 2 saisons. Une saison des pluies qui dure 6 mois et une saison sèche qui dure 6 mois aussi. Dans les 6 mois de saison des pluies, on a environ 2 mois d'inondation à cause de l'eau de l'amont. Les gens doivent attendre que l'eau descende pour cultiver. L'agriculture du delta du Mékong dépend beaucoup de l'eau. Le riz a besoin d'eau. Tout a besoin d'eau. Mais comme le delta est très plat, l'eau part très vite durant la saison sèche, car il n'y a rien pour la retenir et l'agriculture est menacée. Vous l'aurez compris, l'eau est primordiale pour le développement de cette région, où 83% des terres sont cultivées. Et les mouvements de cette eau ne sont pas sans conséquence sur la qualité du sol. Cette couche de terre est la couche de surface utilisée par l'agriculture. Le problème de cette terre est que pendant la saison des pluies, l'eau monte jusque-là. Et durant la saison sèche, l'eau descend jusqu'en bas. Et quand l'eau descend jusque-là, l'oxygène descend avec elle et oxyde les matières du dessous. Ensuite, elle remonte par capillarité et s'évapore, ce qui rend cette partie de terre très acide en surface. Ce processus est accentué par la surexploitation des sols. Travailler ce type de terre en utilisant des engrais chimiques, c'est appauvrir de plus en plus les sols du delta. Duong Van Ny développe actuellement une variété de riz plus productive, nécessitant moins d'eau et plus résistante, qui a la capacité de remplacer naturellement les racines noircies par l'acidité de la terre. Sur cette ferme expérimentale, différentes méthodes sont à l'étude pour un développement durable de l'agriculture, comme la récupération des excréments d'élevage pour produire de l'engrais naturel, ou bien du biogaz, par la fermentation d'un mélange de végétaux et d'excréments d'une porcherie. La préservation du milieu et l'avenir de l'agriculture au Vietnam passeront-ils par ces techniques biologiques ? Le professeur Duong Van Ny le croit.
Mais il sait aussi qu'une restructuration radicale de l'agriculture est nécessaire pour redéfinir les zones et les acteurs qui ont plus ou moins besoin d'eau. Je poursuis ma route dans ce labyrinthe verdoyant. Un parfum de boue, de fruits mûrs, de soleil et de saumure emplit l'air que je respire. Par blocs, de part et d'autre, la masse flottante des jacinthes d'eau dérive. Depuis le début du siècle dernier, poussées jusque-là par un typhon, elles ont colonisé la zone et tiennent les rives qu'elles étouffent et fixent en même temps. Avec ces tiges, Wanga fera des paniers. Séchées au soleil, elles deviennent des liens très résistants. Le delta n'est pas qu'une rizière géante. C'est aussi un jardin luxuriant, débordant d'ananas, de noix de coco, de longanes, de mangues et de fruits en tout genre. Ce groupe de cueilleurs joue des épuisettes pour dénicher les fruits les plus hauts. Partout, des gens vivent de la nature. En cette période, plusieurs dizaines de tonnes de mangues sortent du village. La cargaison sera ensuite vérifiée et acheminée par les canaux vers la capitale du delta, Kanto. Kanto, une ville où la jeunesse explose, et le commerce aussi. La ville est un chantier perpétuel. On renouvelle les infrastructures sur les bords des canaux, on asphalte ou on cimente les chaussées. Les anciens ponts de bois sont remplacés par des charpentes métalliques. Les liaisons avec Ho Chi Minh Ville sont renforcées. Des zones artisanales ou semi-industrielles poussent comme des champignons. Bref, de jour en jour, la ville change de visage. À 6 heures du matin, des embarcations circulent en tous sens. Une grande partie des denrées produites dans le delta transitent ici. Partout, les choux, ananas, pastèques, oranges et autres fruits et légumes se transportent, s'échangent et se vendent. Cap sur le sampan aux oranges, avec Nguyen Tinam et sa femme. Depuis 4 heures ce matin, l'opération consiste à faire du porte-à-porte, ou plus justement du ponton à ponton, pour écouler sa cargaison d'oranges.
Dans cette abondance, on comprend mieux le rôle nourricier du delta. D'après le rapport du ministère vietnamien, le pays a enregistré cette année une croissance économique de 8% et devrait maintenir ce rythme au moins jusqu'à 2010. Ce développement a permis de faire baisser le taux de pauvreté de 58% en 1993 à 18% en 2006. Un des défis actuels est d'améliorer l'efficacité de l'économie, notamment en réorganisant les entreprises publiques, surtout après l'entrée du Vietnam à l'Organisation mondiale du commerce. Một mai ta nhận ra đường đời không chung đôi, những phút giây có nhau như giấc mơ thôi. Ngày nào khi yêu nhau cũng nguyện thề chân sau, mà nay ta không nói một câu. Đường chia ly đến rồi, hòn hôn khôn gian người, cùng chung phút nơi đây sau khắp xa nẻo đường. Còn đâu những ân tình, những say đắm bên mình, nguyện cầu người tìm thấy khung trời riêng. Một mai ta nhận ra đường đời không chung đôi, những phút giây có nhau như giấc mơ thôi. Ngày nào khi yêu nhau cũng nguyện thề chân sau, mà nay ta không nói một câu. Cette immense plaine deltaïque, plus de 20 fois celle du Rhône, est une terre bienfaitrice pour les hommes, mais aussi pour les animaux. Aujourd'hui, il ne subsiste que 7% du delta en zone sauvage protégée, se composant de mangroves sur la côte, de forêts de Melaleuca, ainsi que de prairies inondées. Ce patrimoine est réduit, mais joue un rôle important dans la sauvegarde des milieux naturels et des espèces sauvages. Ces zones humides et poissonneuses forment un havre qui hélas se dégrade de jour en jour depuis mon enfance. Les étendues sauvages sont devenues de plus en plus rares. La part considérable prise par l'agriculture, en particulier la riziculture, a sensiblement modifié le paysage, en faisant du delta une immense zone humide, mais artificielle. La disparition des forêts tropicales et le développement des activités humaines ne sont pas sans conséquence sur la biodiversité du delta. Depuis plusieurs années, une nouvelle forme d'agriculture a vu le jour. Mais elle accentue la transformation du paysage. Cette province est devenue en quelques années la championne vietnamienne de l'élevage de crevettes en eau saumâtre. À intervalles réguliers, de part et d'autre, les zones inondées et les forêts ont laissé place au bassin d'élevage. Dans la crevette depuis une dizaine d'années, Dat a quitté son travail dans les rizières pour mieux gagner sa vie. Plusieurs fois par jour, il vient prélever quelques crevettes tigrées géantes pour en vérifier la couleur. Sa grande crainte est que l'élevage soit touché par un virus. Jour et nuit, il nourrit ses pensionnaires, traite les eaux et surveille ses bassins d'élevage contre les pilleurs qui pourraient dérober quelques kilos de crevettes, mais surtout contaminer son bassin, infester les crevettes et mettre en péril sa production.
Dans la seule province de Sok Trang, 51 000 hectares de bassins donnent une importante production. Et chaque jour, on en creuse et en aménage de nouveaux. Thuy est éleveuse artisanale. Elle a délaissé la culture du riz pour la crevette. Par superstition et aussi par habitude, Thuy vient chaque jour brûler l'encens pour apporter la protection à sa famille et protéger son élevage. Avec 2 pêches par an, elle et son mari réalisent un bénéfice de 50 millions de dong, 2 000 €, 14 fois plus que les bas salaires. Le pays a besoin de cette production, non pour les autochtones car c'est trop coûteux, mais pour l'exportation, notamment vers les États-Unis. Oa est un éleveur vigilant. Lui aussi surveille de près ses pensionnaires. La crevette a la fâcheuse habitude d'être sensible au virus, et il le sait bien. Le symptôme est clair, l'animal jaunit, et dans ce cas, il n'y a rien à tenter. Plusieurs mois d'élevage partiraient alors en fumée, et Oa serait obligé d'assécher le bassin pour le décontaminer. Avant, avec 100 millions de dong de vente, on pouvait faire 50 millions de bénéfices. Mais maintenant, on ne gagne plus que 30 millions de dong. Car le prix de vente de la crevette baisse de plus en plus, alors que celui de la nourriture et du pétrole augmente. Le risque dans l'élevage des crevettes est plus important que dans la culture du riz. Le riz, ça coûte des journées de travail, des efforts, mais pas vraiment de capital. Alors qu'avec les crevettes, si elles meurent au bout de 1, 2 ou 3 mois, on peut perdre quelques dizaines de millions de dong. Mais l'élevage des crevettes est aléatoire. On ne gagne pas toujours, même si on maîtrise bien la technique. Des fois, on suit bien les traitements, mais si le sol n'est pas adapté, les crevettes ne grandissent pas vite. À part ça, il n'y a pas de réelle difficulté dans le passage de la culture du riz à l'élevage des crevettes. Dans les zones salées, on a le droit de faire de l'élevage de crevettes. Les zones non salées sont réservées pour l'agriculture du riz. Notre zone est très salée, car l'eau vient directement de la mer. La famille Hang vit ici, avec vue sur le bassin. Les repas se ressemblent un peu chaque jour, et l'élevage, qui demande une présence constante, n'autorise que très peu de distractions. Ici, la vie paisible cache pourtant un mal profond. Dans cette zone, le fonctionnement du delta a complètement été transformé. Les hommes, aveuglés par cette activité rapportant 4 à 5 fois plus que le riz, ont modifié le réseau hydraulique. Initialement construit pour protéger le delta contre l'eau de mer et garder l'eau douce après la saison des pluies, notamment pour la riziculture, il a été détourné et même détruit. Du coup, faute d'un drainage efficace, les champs s'assèchent, l'environnement se dégrade et avec le temps, l'eau devient même trop salée pour l'aquaculture. Ici aussi, on a creusé des bassins, comme dans beaucoup d'endroits du delta. 50 tonnes de poissons grouillent à l'heure du déjeuner.
Depuis des décennies, dans ces étangs, on a réussi à acclimater des reproducteurs sauvages pour arriver à maîtriser la reproduction en captivité de 2 variétés de poissons-chats, le catra et le cabassa. Aujourd'hui, des centaines de milliers de tonnes de poissons partent à l'export. La pisciculture s'est étendue dans tout le delta. On tente aussi de domestiquer le gourami, un salmonidé proche du poisson-chat. Partout, la nature nourrit ses habitants. Là-bas, des pêcheurs, ici des bûcherons qui chargent leurs péniches de troncs de maléloca. Le bois sera vendu à l'exportation, transformé en charbon ou en copeaux. L'exploitation des forêts, dont la superficie a sensiblement reculé au cours des 20 dernières années, génère des bénéfices appréciables, ce qui entraîne une surexploitation dommageable. Pour l'heure, ces arbres proviennent d'une plantation dont l'exploitation n'aura aucune incidence sur l'environnement. Mais partout dans le pays, les terres agricoles s'accroissent et nécessitent un déboisement. Au détour du canal, la famille Duong est à pied d'œuvre. Autour d'un amas de branches disposées depuis de longues semaines au fond de la rivière, un filet est déployé avec la plus grande attention. Le principe est simple. Les branches qui servaient de refuge aux poissons seront retirées petit à petit. Il n'y aura plus qu'à resserrer le filet pour récupérer le butin. Le travail fastidieux du retrait des branches a commencé. Ga envisage une prise de 10 à 15 kilos. Nous achetons ces branches à des gens qui font du bois. Nous n'utilisons que des troncs d'arbres. On les transporte ensuite par bateau jusqu'ici et on les met dans l'eau. Elles y sont depuis l'année dernière. Ensuite, on les enlève pour prendre les poissons. C'est la seule technique pour pêcher ici. Les premiers poissons serviront pour le déjeuner. Dans tout le delta, on raffole du poisson. Première source de protéines animales pour les 18 millions d'habitants. Chacun en consommerait autour de 20 kilos par an, notamment des perches et des poissons-chats, dont les Vietnamiens sont très friands. Sur le fleuve, ses canaux, ses chenaux, la pêche se pratique sous toutes ses formes et par presque tous les habitants. Le delta est un vivier géant, mais les richesses du Mékong sont-elles inépuisables? Pas si sûr. Le bas Mékong est riche de 600 espèces de poissons et il faut à tout prix les conserver.
Toutes ces pêches ne sont soumises à aucune réglementation, ni sur la taille des filets, ni sur la largeur des mailles. Les juvéniles sont prélevés et la reproduction est souvent compromise. Dans le delta, rien ne se passe sans le fleuve. Les travaux agricoles, la pêche, les transports, les plaisirs, les traditions, tout dépend du Mékong. Aujourd'hui, Tam Tam et Thuy Giang vont se dire oui. Ils se marient. Quand une femme se marie, on dit qu'elle traverse le fleuve, qu'elle change de rive. Pour Tan et Thuy, comme pour tous, l'eau du delta gouverne la vie et le fleuve les accompagne. L'eau du ciel rejoint le Mékong. Les premières averses annoncent la mousson et peut-être un mariage heureux. Tam Tam va maintenant quitter la maison de ses parents pour s'installer dans la famille de son mari. Elle devra y faire les travaux ménagers et préparer les repas. C'est la coutume. Pour elle, une nouvelle vie commence. Trường đời không chung đôi, những phút giây có nhau như giấc mơ thôi. Ngày nào khi yêu nhau, cùng nguyện thề chân sau, mà nay ta không nói một câu. Đường chia ly đến rồi, hòn hôn cuốn san người, cùng chung bước nơi đây sao khán xa néo đường. Còn đâu những ngâm tình, những say đắm bên mình, nguyện cầu người tìm thấy khung trời riêng. Désormais, les averses seront de plus en plus fréquentes. Les rizières vont peu à peu se transformer en vastes étendues d'eau qui serviront à l'élevage. Les habitants ici sont habitués à ces changements. Et chacun reprend ses activités après la pluie. Selon la croyance, les yeux peints sur la proue du bateau permettront de voir dans les eaux troubles du fleuve et de naviguer en toute sécurité. Mais ils salueront surtout ce bras éloigné du fleuve Mékong, qui déverse ses flots couleur chocolat dans la mangrove. Ici, les eaux se mettent à flémarder. Elles traînent, disparaissent et réapparaissent. C'est tous les jours la même musique. Et les crabes la connaissent bien. C'est l'ultime étape pour les eaux troubles du Mékong. Elles ont rempli leur mission. Et après leur parcours de plusieurs milliers de kilomètres, déposent leur limon sur le littoral boueux, nourrissant ainsi la mer de Chine. C'est l'heure de la marée basse et l'heure du travail pour Minh.
Elle et sa fille ont fait 5 km à vélo pour venir attraper d'une main experte les petits coquillages et mollusques embusqués dans la vase. Une matinée de pêche lui rapportera tout juste l'équivalent d'1 €. C'est ça mon travail. Je ramasse tout ce que je trouve. Quand l'eau est basse, je ramasse des coquillages pour avoir un peu d'argent afin d'acheter du riz pour nourrir mes enfants. Il y a des journées où il y a beaucoup de coquillages et je peux gagner 40 à 50 000 dong en une journée. Mais si l'eau n'est pas basse, je ne peux pas travailler, donc je ne gagne rien. Ici aussi, sur la côte, la nature nourrit ses habitants. Chacun a droit à son coin de plage. Physique sec, paroles rares, Monsieur Tong taquine les mollusques. Cette zone est en fait un élevage. Associé au sein d'une coopérative, Tong sème et élève des coquillages pour ensuite les ramasser plusieurs semaines plus tard afin de les vendre à un grossiste. Il passe des heures, des jours, sa vie à griffer le sable et la vase pour gagner sa pitance. Avant, les gens ici étaient très misérables. Comme on était très pauvres, on a emprunté de l'argent, avec l'aide de l'État, pour créer une coopérative. Ainsi, nous pouvons venir ici travailler et vivre ensemble avec certains membres de cette coopérative. Je suis gardien de cette zone de coquillages pour que les gens viennent les ramasser et ensuite nous les vendons et partageons les bénéfices pour vivre. Les gens comme nous autres, les ramasseurs de coquillages, ainsi que tous les autres membres de la coopérative, peuvent gagner quelque chose. En effet, chaque million de dong investi dans le capital rapporte 250 000 dong de bénéfices. Le milieu ici, à ma connaissance, est mieux adapté à l'élevage des palourdes et des arcas sanguinolentes. Mais en général, ces dernières vivent plus au bord de la rivière, car elles préfèrent être dans la boue. Le temps de leur élevage est à peu près le même que pour les palourdes. Il dure de 6 mois à 1 an. Les coquillages s'enfoncent progressivement, annonçant la marée haute. Il est temps pour Tong de regagner sa cabane sur pilotis, une habitation qu'il a faite de ses propres mains. C'est une véritable tour de guet qui permet d'avoir la vue, jour et nuit, sur sa zone de pêche. La cuisine exiguë est d'un confort suffisant pour préparer le repas à sa demi-douzaine d'associés. Au menu, on trouve des légumes, du poisson, des coquillages et encore et toujours du riz. Du solide pour ceux qui ont trimé depuis le lever du jour. Sous les lames de bambou, la mer de Chine vient rendre visite, comme tous les jours. Une fois de plus, la nature impose son rythme. Les hommes ont appris à l'écouter. Le delta les fait vivre, ou peut-être survivre. Mais chacun y trouve son compte. Combien de temps encore ? Les générations se suivent, mais ne se ressemblent pas. Le delta change aussi. Aquaculture en expansion, riziculture surdéveloppée,
Mais il nourrit toujours la population et fait gagner à l'exportation des centaines de millions de dollars. La réussite est indéniable, mais sera-t-elle durable? Car le contre-coup est déjà là. Explosion des villes, développement galopant des activités humaines, pêche surabondante, pollution, salinisation des sols. Même si les hommes sont attachés à leur pays et ont compris le fonctionnement du delta, la marche forcée vers le progrès pour les générations futures est-elle compatible avec la préservation de cet écosystème fragile? Nhớ vì cho vàng anh nhớ người yêu anh vẫn mong chờ trọn đời trọn kiếp yêu nhau, xin em hãy nhớ đừng quên. Lòng mình phố vui lòng sao chẳng buồn, đến thời gian vàng khói thuốc bàn tay, tìm đâu mối mắt một người, ngày nào mình bước chung đôi, giờ anh mình bước lẻ loi. Em ơi anh nghèo hay bàn tay trắng, anh biết đời mình còn nhiều cay đắng, anh làm sao đẹp lòng em yêu.